L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre. Bienvenue à notre rendez-vous des gens d'affaires. Ce matin, nous allons entendre deux autres belles histoires d'affaires et nous allons jaser avec deux finalistes au prix d'excellence du regroupement des gens d'affaires. Les plus grandes histoires à succès, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont aussi les histoires de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre de nouvelles idées. La région de la Capitale-Nationale, et notamment la communauté d'affaires francophone, est riche en récits de personnes et d'organismes qui ont bravé les obstacles les plus divers et qui ont apporté des bénéfices appréciables à la communauté. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'émissions qui mettent en relief les histoires de ces gens d'affaires de la région. Celles et ceux qui éclairent la voie par l'originalité de leur démarche et qui sont à la pointe des tendances d'aujourd'hui. Au cours de l'été 2013, Star Wars Identité, l'exposition présentée au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada par la Société des musées des sciences et des technologies du Canada, est devenue une des principales attractions touristiques de la Capitale-Nationale. Produite par X3 Productions, en collaboration avec Lucasfilm Limited, l'exposition mettait en valeur plus de 200 objets provenant du Lucas Cultural Arts Museum et offrait une expérience interactive de quête identitaire liant les personnages de Star Wars et les plus récentes recherches scientifiques sur la formation de l'identité. Monsieur Fernand Proulx est président, directeur général par intérim du musée et il est avec nous aujourd'hui. Monsieur Proulx, bienvenue à l'émission et merci de venir parler avec nous de ce projet, disons le moins inédit. Bonjour Joanne, merci de m'avoir invité. Cette exposition sort tout à fait des sentiers battus. Alors, pour ceux et celles qui connaissent moins bien le projet, donnez-nous-en un aperçu. Le projet avait environ 10 000 pieds carrés comme exposition. Ça a pris 17 camions de 48 pieds pour contenir tout le contenu de l'exposition, les artefacts des expositions, les interactifs. De l'exposition très interactive, mis ensemble par des recherchistes de Montréal, des psychologues, des sociologues, qui ont pu développer votre identité, démontrer comment l'identité d'une personne peut venir soit avec l'influence de nos parents, l'influence de la société, l'influence de nos pères, tout en mettant dans le contexte de Star Wars, pour pouvoir apprendre. Donc, avec des petits bracelets de notre identité, on pouvait passer, regarder, visualiser l'exposition, les artefacts de Star Wars, tout en se questionnant, répondant à les questions. Toute question est enregistrée sur un bracelet. À la fin de l'exposition, on remettait le bracelet dans un lecteur pour voir notre identité basée sur toutes les questions qu'on a répondues. Donc, l'exposition elle-même, en regardant tout, passant, c'est une exposition, une expérience qui durait environ 2 heures. 2 heures qui donnent l'impression que tu étais là de 20 minutes. C'était incroyable de voir toute la créativité de Lucasfilms. Wow, impressionnant. Et on dit que la chance, en fait, qu'elle profite à ceux qui y sont préparés. Alors, le musée avait-il vraiment planifié de longue date cette exposition? Puis, peut-être ajouter à ça, où étiez-vous bien préparé à l'arrivée de la chance? Oui, c'est une chance qui nous a sourié. C'est quelque chose qu'on a eu, on a eu l'occasion de pouvoir l'accueillir. Mais une exposition de cette ordre de grandeur-là devrait prendre de 6 à 9 mois à préparer. Nous, on a octroyé le contrat avec X3 au mois de mars pour ouvrir au mois de mai. Donc, c'était 3 mois incroyablement occupés. Au musée de l'aviation, normalement, l'été, on sort quelques aéronefs pour pouvoir travailler sur les avions, faire de la restauration. Pour le système de ventilation, c'est mieux travailler dehors que travailler en dedans parce qu'on n'a pas les systèmes. Donc, il fallait vider une section de notre hangar de réserve, la collection, et tout commençait à neuf. On n'avait pas de mur, pas de système de lumière, on n'avait pas le personnel en place, on n'avait pas de billetterie électronique. Donc, tout fallait commencer. C'était comme rouvrir un nouveau musée avec l'infrastructure requise dans 3 mois.
Donc, c'était incroyablement occupé. Mais l'équipe a été incroyablement dédiée, créatif. Et le succès qu'on a eu était incroyable. Même Lucasfilms Productions nous ont fait certaines recommandations pour le professionnalisme de notre personnel. C'était incroyable. Wow. Alors, le public des musées, c'est souvent un public d'habitués, puis d'initiés finalement. Mais aussi, vous êtes vraiment allé, dans ce cas ici, du côté obscur. Alors, quel était vraiment le profil des visiteurs qui est allé, ou du visiteur type qui est allé voir cette exposition-là? Les mordus de Star Wars, ils vont voyager pour venir voir. Comic-Con est en ville aussi 2 semaines durant l'ouverture. Donc, c'était le marché cible des personnes dans leur quarantaine qui avaient vécu les 3 premiers épisodes de Star Wars, qui étaient vraiment des mordus, qui ont venu avec leurs enfants. Mais les enfants, voyant qu'est-ce qu'il y en était, sont devenus passionnés, qu'on a vu les résultats par la billetterie et la boutique. Quel a été votre plus grand défi avec ce projet-là? Pouvoir avoir des ventes de billetterie cédulées à l'heure. Parce que les billets étaient spécifiquement, tu peux acheter un billet pour 9h45, 10h, 10h15. Donc, pouvoir avoir la logistique de pouvoir avoir des visiteurs au musée. Et l'achalandage, on a accueilli au-delà de 170 000 visiteurs pour l'expérience. Donc, tout pouvoir jumeler pour rentrer et satisfaire toutes les personnes, c'était tout un défi. Alors, ce projet est vraiment de l'entrepreneuriat au sens pur. L'autre élément important de pouvoir recevoir une exposition de ce genre, c'est la responsabilité sociale de la société. On a pu aussi donner plusieurs billets à la maison Ronald McDonald pour les familles qui avaient besoin d'un repos, une reprise de ce qu'ils vivent présentement. Et aussi les Stormtroopers, qui sont des bénévoles pour Star Wars, pour faire la promotion, ont reçu aussi un don de leur effort de 8 000 $ pour redonner à la communauté grâce à tous les efforts qu'ils ont fait pour nous aider à promouvoir l'exposition. Alors, est-ce qu'on peut y voir le signe qui se dessine pour l'avenir du musée ou des musées? Je crois que oui. C'était une expérience que tout le monde a appréciée et l'équipe qui ont été responsables pour... c'est une motivation. Voir le public jouir de l'expérience, c'est quelque chose qui motive le personnel. C'était un succès pour nous, pour la visibilité, et aussi pour changer la démographie de nos visiteurs. Donc, c'est quelque chose qui était une très, très bonne expérience pour nous, quelque chose que j'aimerais répéter, mais c'est beaucoup de travail et je pense pas qu'on peut le faire chaque année. Le monde des musées est en évolution rapide et constante. Donc, j'ai 2 questions. Ça veut dire quoi, innovation, pour vous? Et est-ce que la diffusion de la culture passe désormais par le divertissement? L'entrepreneuriat pour un musée, c'est vraiment prendre la créativité du jour aujourd'hui, comprendre la clientèle et pouvoir faire apprécier. La richesse d'un musée, c'est vraiment la collection d'un musée. De pouvoir prendre la collection qui est un endroit où les éléments marqués de notre histoire et pouvoir prendre la technologie d'aujourd'hui, voir qu'est-ce qui attire les étudiants, les enfants, les parents, pouvoir venir avoir une expérience au musée. Donc, devenir très créatif avec le réseau de la richesse de notre collection et de pouvoir en sortir avec une marge de profit, c'est vraiment la créativité. L'entrepreneuriat d'un musée. Alors, comment allez-vous faire pour surpasser votre succès de cette année? On va continuer à travailler avec les yeux ouverts, voir de nouvelles occasions. Il y a certaines expositions qui voyagent toujours, dont on aimerait pouvoir présenter. Et les noms, je vais les laisser à notre équipe de communication de mieux se charger de la communiquer quand temps et lieu. Fernand Proulx, vous vous retrouvez sans doute devant le défi d'égaler votre propre performance. Votre fiche est vraiment très impressionnante. Alors, je vous souhaite de demeurer égal à vous-même et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Depuis maintenant 6 ans, le Symposium Gatineau en couleurs est devenu un événement attendu, tant par le public que par les artistes. Il a comme objectif de faire la promotion des arts visuels, peinture et sculpture dans la région de la capitale nationale. En plus d'être un rassemblement artistique de très haut niveau, le Symposium est devenu un événement communautaire qui apporte des retombées culturelles et économiques très importantes.
Monique Rouleau est la présidente du conseil d'administration et elle est ici aujourd'hui pour nous parler de cette initiative. Bonjour, Madame Rouleau. Bonjour, Joanne. Le symposium a pris naissance il y a 6 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une telle entreprise, Monique? Gatineau n'avait pas de symposium, c'était surtout des expositions. Un symposium, c'est un événement où les artistes peignent sur place. Ils montrent leur travail qu'ils peuvent faire. Alors, c'est un événement qu'on devait offrir à la clientèle de l'Outaouais. Gatineau avait seulement que des petites expositions. Alors, nous avons formé Symposium Gatineau en couleur pour aider puis pour faire connaître les arts visuels dans l'Outaouais. Alors, je sais que le symposium, comme vous mentionnez, se donne, entre autres, une mission de sensibilisation et d'éducation. Pourquoi doit-on faire la promotion des arts? Les artistes, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment reconnues, ont de la difficulté à vendre leurs produits. Alors, notre but est de promouvoir l'art visuel, d'encourager la créativité et de faire connaître les artistes. C'est par ses qualités et son rayonnement que Symposium Gatineau en couleur a su se démarquer et recevoir 2 symposiums de l'Académie internationale du Québec pour nous classer parmi les 10 meilleurs symposiums au Québec sur 206. Alors, vous avez beaucoup plus de demandes que de places pour les artistes. Comment se fait cette sélection? Nous acceptons 70 artistes de Gatineau, de l'Outaouais et de l'extérieur. Et aussi, ça fait que la culture se mélange, les artistes peuvent discuter entre eux et c'est un événement qui fait connaître les artistes et la culture. Ces artistes ont des médiums différents. Nous avons l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, le pastel et les techniques mixtes. Aussi, nous avons les styles que nous devons choisir. Nous avons le réaliste, l'impressionniste, le portraitiste, l'abstrait. Nous avons aussi les sculpteurs de surbois et les sculpteurs de bronze. Alors, c'est pour ça que nous avons un comité de professionnels qui fait le choix des artistes. Il est bien d'apprécier les arts, mais il faut aussi que l'entreprise soit viable. Votre modèle d'affaires, est-ce qu'il est axé uniquement sur les revenus des billets à la porte et des frais de participation, ou avez-vous aussi des partenaires et des commanditaires pour cet événement? Nous n'avons pas de prix d'entrée. C'est gratuit pour tout le monde. L'accès est gratuit, le stationnement est gratuit. Alors, nous travaillons avec des commanditaires. Les commanditaires nous aident beaucoup. Aussi, nous devons faire beaucoup de publicité. Alors, au début de l'année, nous travaillons à l'année sur le projet. Alors, le symposium est au mois d'octobre. Nous recommençons tout de suite au mois de janvier pour le prochain symposium. Et nous devons chercher des commanditaires. Nous sommes présentement à la recherche de commanditaires. C'est avec ces personnes-là, des commanditaires et les partenaires. Nous sommes partenaires avec la ville de Gatineau, qui nous aide pour l'emplacement. Et puis, nous avons aussi un montant de subvention, mais on ne peut pas arriver avec seulement ce montant. Nous devons aller chercher des commanditaires. Et nous avons aussi des commanditaires dans la publicité qui est très important. Nous offrons quand même une partie, nous payons une partie et les médias nous offrent la différence. Alors, le symposium se donne aussi une vocation communautaire, notamment le soutien à la Fondation canadienne du Rhin. Alors, pourquoi cette fondation en particulier? Nous avons choisi la Fondation canadienne du Rhin pour la recherche présentement. C'est leur année, c'est leur 50e anniversaire et puis il y a beaucoup de recherches pour le don d'organes. Alors, nous avons, l'an passé, à notre 6e édition, nous avons imprimé un calendrier souvenir. Et avec ce calendrier souvenir, la vente de ce calendrier souvenir, nous avons donné $1 du calendrier à la Fondation du Rhin. Aussi, sur place, nous avons un tirage d'une toile de notre invité d'honneur. Et puis, les profits de cette toile-là vont à la Fondation du Rhin. Cette année, nous avons remis $1,600 à la Fondation du Rhin, c'est notre première année que nous donnons à la Fondation du Rhin. Et nous comptons renouveler notre mandat pour cette année. La croissance a-t-elle des limites pour le symposium? Planifiez-vous des éditions du symposium dans d'autres régions que celles dont vous avez? Nous nous limitons à Symposium Gatineau en couleur à Gatineau au mois d'octobre. Nous avons un événement par année. Nous préférons faire de cet événement un gros succès. À cause, toutes les personnes qui travaillent dans cet événement sont bénévoles. Alors, c'est assez difficile d'avoir le renouvellement et de faire plus grand. Alors, je veux saluer vos efforts et féliciter